projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Nous nous retrouvons depuis Sharm el-Sheikh où vient de se terminer la COP27. C'est l'occasion de réfléchir avec nos invités aux priorités africaines de la lutte contre le changement climatique. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Sensibiliser les jeunes générations africaines aux enjeux environnementaux, c'est le choix de cette doctorante en économie de l'Université de Libreville au Gabon. Ces études lui ont permis de prendre conscience des priorités du continent et de comprendre pourquoi l'Afrique et l'Occident n'ont pas forcément la même conception des solutions à mettre en œuvre. Marina Eyangve est notre invitée du jour. Nos attentes réelles soient effectivement que nos réalités au niveau de l'Afrique soient prises en compte à l'international et au sein de cette COP. Rencontre avec une tribu de chasseurs de serpents, les Keira en Guinée. Avec eux, la tradition de sauver des vies menacées par les reptiles survit depuis des générations. On disait que c'était un serpent diabolique. Toute la population était inquiète. Si on ne parvenait pas à prendre ce serpent, alors on allait dire que ça allait passer de concession en concession. Des jeunes Africains de plusieurs pays présents à la COP27 pour défendre leur vision de l'environnement, focus sur une nouvelle prise de conscience. Nous sommes ravis d'avoir enfin un pavillon de la jeunesse qui essaie de mobiliser et de rassembler les jeunes pour s'assurer qu'ils puissent partager leurs idées. Au cœur de la Guinée, à Farana, survit une tradition africaine bien gardée par une famille. Les Keira sont en effet une tribu de chasseurs de serpents, entraînés depuis des générations à sauver des vies en soignant les victimes de morsures de ces redoutables reptiles. Ils font aujourd'hui le tour du pays pour traiter des patients et capturer les serpents. Notre correspondant Sayon Kourouma les a suivis à Kobikoro, un village où un serpent terrorisait les habitants. Regardez. C'est la maison de la terreur à Farana. Et Kaba, la propriétaire, est l'une des plus désespérées de la ville. En seulement une semaine, un spectaculaire serpent a sémé la panique dans cette concession, avant de tuer tour à tour 3 membres de la famille. L'épouse de locataire, son petit-fils et son unique fils de 14 ans ont tous succombé au venin meurtrier du terrible reptile. Cette semaine-là, c'était la semaine de tous les dangers pour les habitants de ce quartier. Une partie de Farana qui était même à 2 doigts de se vider de tous ses habitants. La faute à ce serpent venimeux. On disait que c'était un serpent diabolique. Toute la population était inquiète. Si on ne parvenait pas à prendre ce serpent, alors on allait dire que ça allait passer de concession en concession. C'est finalement grâce à la double intervention de cette tribu, les Keira du village de Tambaya à 80 km de Farana, que le serpent a été capturé à l'image de cet autre reptile, avant que le serpent ne subisse la colère des Keira. Quand on attrape le serpent, on le met dans notre eau sacrée. On le masse, puis il meurt de lui-même. Ce cas n'est pas isolé dans la région. Chaque année à Farana et dans les villes environnantes, des centaines de reptiles féroces sont domptés par cette tribu. Les Keira sont en fait des chasseurs de serpents. Ils se font appeler même maîtres des serpents. Les Keira attrapent ces reptiles à main nue, un métier dans lequel les Keira sont devenus célèbres dans le pays. Capturer les serpents, mais aussi et surtout soigner les morsures. Un héritage familial jalousement gardé depuis des millénaires, malgré la mondialisation. Ça fait 60 ans que je pratique ce métier. Même travailler au champ, je ne peux pas. Quand je vais au champ, à chaque fois on m'appelle. Il y a des malades qui sont venus, des gens qui se sont fait mordre par le serpent. Vous avez vu tous ces blessés par morsure de serpent? Mon travail, c'est de les soigner. Pas de travaux champêtres, mais le ciel leur a donné ce pouvoir, celui de débusquer les serpents les plus dangereux, afin de sauver des vies en Guinée et dans la sous-région. Le père de famille de cette tribu de 26 enfants est fier de nous présenter les archives des demandes venues de toutes parts.
Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Libéria, Mali, j'ai servi dans tous ces pays. Justement, voici une demande venant de la Sierra Leone, c'est leur cachet. J'ai sillonné tous ces pays dans cette même capacité. Vous me trouvez comme ça aujourd'hui, à l'aube de la retraite. Fatigués, maintenant, ce sont ces enfants qui prennent la relève. Les membres de la tribu Kera se transmettent ce savoir-faire pour entrer en contact avec ces reptiles dans une partie de la Guinée qui compte de plus en plus de nombre de morts par morsure de serpent. 24 000 vies ont été sauvées selon les calculs du vieux Kera. Et les techniques enseignées sont utilisées à bon escient pour traiter aussi les victimes de morsures. Ce groupe de patients est constitué de victimes. Parmi elles, cette petite de 12 ans, venue affaiblie dans ce village après 8 ans sans avoir trouvé de remède. Avant, la plaie de ma fille était plus grave que ça. La plaie venait jusque-là. Mais depuis que je suis ici, Dieu merci. Sinon, ma fille était complètement déformée et même ses os-là étaient de plus en plus visibles. Mais maintenant, ça va. Les victimes, n'ayant généralement pas les moyens d'atteindre un hôpital, trouvent leur salut chez les Kera. Cet homme est le deuxième garçon de la tribu. Et c'est lui qui s'occupe ce jour-là du processus d'extraction des crochets du serpent sur le pied de ce garçon de 4 ans. Mais avant, des incantations que seuls les Kera ont le secret. Puis Alassane s'occupe délicatement de l'extraction des crochets du reptile à l'aide d'un coton magique. Ce sont des crochets de serpent que j'ai en main comme ça. Et ces guérisseurs ne vous demandent pas des millions, ni de motos, rien du tout. Tu donnes ce que tu peux. C'est grâce à ces décoctions de plantes médicinales broyées à l'aide du pilon et du mortier que Alassane pourra soigner le garçon. Les paysans qui risquent chaque jour d'être mordus dans leurs champs peuvent également les utiliser. En cas de blessure de serpent, tu donnes ces décoctions aux victimes. Dès que tu doutes d'un endroit, tu mets ce médicament dans l'eau, puis tu jettes cette décoction par là. Tu la jettes par ici. Le serpent ne va plus venir à cet endroit. C'est à cause de ce médicament. Et les reptiles qui sont domptés sont emprisonnés dans ces cases. Ces décoctions représentent une véritable révolution pour la médecine traditionnelle et sauvent aujourd'hui des vies. Et à travers ce métier ancestral, les Kera ont aussi trouvé un moyen de subsistance. Elle fait partie des leaders des clubs étudiants francophones, un nouveau réseau associatif fondé le mois dernier au Caire par l'Agence universitaire de la francophonie. Marina Eyangve est une doctorante en économie passionnée par la défense de l'environnement et elle a décidé de fonder un club pour sensibiliser la jeunesse gabonaise à ces questions fondamentales. Elle s'est confiée à Laurence Oustras et Nicolas Margeran. Bonjour, vous êtes doctorante en économie, vous venez de Libreville. C'était la première fois que l'Afrique organisait la COP en Égypte. Qu'attendez-vous de la COP? Merci. De cette COP, la jeunesse africaine et gabonaise particulièrement, nous attendons réellement que des problèmes concernant l'environnement et ses enjeux au niveau de nos pays, de nos États, soient pris en compte. Parce que habituellement, des problèmes sont soulevés à l'étranger par des Occidentaux et nous n'avons pas forcément les mêmes problèmes. Donc, nos attentes réelles soient effectivement que nos réalités au niveau de l'Afrique soient prises en compte à l'international et au sein de cette COP. Avec des solutions plus africaines? Avec des solutions plus africaines, effectivement. Vous êtes économiste de formation. Votre intérêt pour l'environnement remonte à quand? Mon intérêt pour l'environnement remonte il y a à peu près 5 ans. Déjà, en tant que jeune vivant en Afrique, les questions, et surtout en Afrique centrale, les questions relatives à l'environnement sont un peu récentes. Parce qu'il faut le dire, en Afrique centrale, nous avons un climat tropical, donc nous ne sommes pas directement impactés par des questions environnementales, par la vulnérabilité. Nous ne sommes pas
vulnérable en tant que telle au changement climatique. Il y a d'autres régions où cette vulnérabilité se fait ressentir au niveau de la sécheresse, au niveau de la dégradation des sols. Donc cette question est un peu nouvelle et elle nous intéresse un peu plus parce que nous sommes des acteurs majeurs dans la, je ne dirais pas la réduction, mais la limitation de la dégradation de l'environnement et également dans les questions d'absorption de carbone. Nous sommes des acteurs majeurs, d'où l'intérêt ces dernières années pour que la jeunesse de l'Afrique centrale, de la région du bassin du Congo, essaye de s'approprier les questions environnementales afin de mieux donner nos décisions, afin de mieux prévoir le futur, parce que nous sommes les futurs décideurs de demain. Il faudrait que l'on sache comment gérer nos nations, comment gérer nos États et nos ressources, effectivement, afin de maintenir un certain équilibre de l'écosystème. Est-ce que vous diriez que c'est l'économie qui vous a amené à l'environnement? Oui, je dirais que c'est l'économie qui m'a amené à l'environnement, parce que mon premier contact avec les questions environnementales émane justement de ma formation en économie, parce que dans le cursus économique, nous avons des matières, nous avons des spécialités liées à l'environnement. Et donc, mon premier contact avec ces questions-là émane de ma formation en économie, mais également aujourd'hui et encore plus du centre de recherche auquel j'appartiens, qui est le Centre d'économie publique, qui traite des questions de politique publique et en particulier des questions liées à l'environnement et à la pauvreté. Vous évoquez la pauvreté et l'environnement. Quels sont les enjeux majeurs pour le Gabon dans cette lutte contre le changement climatique? Merci. Les enjeux majeurs pour l'environnement et surtout qui est directement lié à la pauvreté, ce sont les contraintes qui sont posées aux populations autochtones pour la conservation de nos forêts. Parce qu'il faut le dire, au niveau du Gabon, les populations autochtones se ressourcent en forêt. Ils se ressourcent en forêt et ils abattent des espaces pour pouvoir planter et également pour se ravitailler en bois nécessaire à la construction de logements. Alors, il faut que l'on arrête de détruire des forêts, qu'est-ce que l'on nous propose en retour pour permettre à ces populations-là de satisfaire leurs besoins. Donc, il faudrait en retour que ces populations-là aient des fonds nécessaires pour pouvoir survivre s'ils doivent arrêter de couper des arbres qui sont nécessaires à leur vie au quotidien. Donc c'est réellement ça l'enjeu pour les populations au niveau du Gabon. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Ils étaient venus de Tanzanie, du Cameroun, du Maroc, la RDC ou encore de l'Érythrée pour défendre la cause de leur continent. Je suis allée à la rencontre de cette jeunesse d'Afrique qui a fait le voyage jusqu'à Sharm el-Sheikh pour exprimer sa vision des impératifs climatiques et ses espoirs de changement. Le plus grand souhait de ces jeunes engagés pour l'environnement, que les promesses qui se sont succédées au fil des COP soient enfin suivies d'effets concrets. Écoutons-les. Le dernier sommet des Nations Unies sur le climat qui s'est tenu à Sharm el-Sheikh en Égypte a non seulement réuni les leaders mondiaux ou autres décideurs politiques, climatologues et ONG, mais cette année, les enfants et les jeunes se sont emparés de cette 27e édition de la COP.
Une jeunesse désireuse de participer aux discussions sur le besoin urgent de décarboner les industries à forte émission, les stratégies d'adaptation pour une agriculture résiliente au climat, l'indemnisation des pertes et des dommages, mais aussi la transparence pour renforcer la confiance et la responsabilité mutuelle. Le tout premier pavillon de l'enfance et de la jeunesse a reflété cette présence exceptionnelle. Nous sommes ravis d'avoir enfin un pavillon de la jeunesse qui essaie de mobiliser et de rassembler les jeunes pour s'assurer qu'ils puissent partager leurs idées, échanger des connaissances et avoir la capacité d'influencer efficacement les politiques et les plans d'action pendant cette COP. Dirigé par les jeunes et pour les jeunes, le pavillon de l'enfance et de la jeunesse a été créé pour amplifier la voix des jeunes et stimuler l'action sur les politiques climatiques mondiales, essentielles pour assurer leur avenir. Le programme des événements a été co-créé par une équipe de jeunes soutenue par certains des principaux réseaux de jeunesse et ONG du monde. L'objectif est de rassembler de jeunes militants comme Bonaventure Bondo Kikangala, venu de la République démocratique du Congo. Je suis activiste climat et je suis coordonnateur national d'une association dénommée Mouvement de jeunes pour la protection de l'environnement, une association au niveau de la RDC qui lutte contre les changements climatiques au travers la sensibilisation de la population, spécialement de la jeunesse. D'autres jeunes militants pour le climat comme Christelle Leslie Silsikana, une Camerounaise basée à Bruxelles, ou Rukia Abdi du Kenya, ainsi que Frédéric Binamungu Simon de la Tanzanie voisine sont venus jusqu'à Sharm el-Sheikh pour participer aux discussions. Je suis ici parce que je sais ce que ça fait d'être affecté par le changement climatique. Ma communauté souffre dans mon pays et je suis ici pour être à la table des décisions pour représenter les voix du jeune du Sud global et ceux venant des communautés marginalisées qui sont affectées par le changement climatique. Je suis ici pour représenter Yungo, la circonscription des jeunes de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mais aussi mon organisation qui est une organisation de la société civile basée à Bruxelles, 1.2 Diaries, une organisation qui défend les voix du Sud global. Et je représente aussi mon propre pays, le Cameroun. Je suis ici pour découvrir, pour réseauter, pour m'impliquer dans les actions liées au climat. Et maintenant, je pense que le temps des dialogues est derrière nous. Nous avons besoin d'action. Je suis ici pour faire bouger les acteurs avec des actions concrètes. Plus de politique, plus de mensonges. Beaucoup de déceptions face au manque d'implémentation des précédentes COP. Et ce n'était pas seulement le cas des jeunes. Les institutions de développement travaillant sur des projets et autres initiatives durables impliquant les jeunes ont également partagé leurs regrets. Tout le monde sait que les promesses qui ont été faites à Glasgow depuis l'accord de Paris, tout le monde sait très bien que ces promesses n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, à quelques exceptions près, tout le monde constate qu'en effet, cette question du climat est une question essentielle. Alors le sujet, c'est que faisons-nous de notre planète? Considérons-nous que c'est notre propriété ou considérons-nous que nous en sommes juste les locataires pour les générations suivantes? C'est dans cet esprit-là que la BOAD travaille. Alors que l'objectif de ces jeunes militants pour le climat était surtout de rencontrer d'autres activistes venus du monde entier pour réclamer ensemble la justice climatique, ils sont toutefois arrivés bien préparés pour échanger des connaissances, partager des solutions et exiger des actions concrètes de la part des dirigeants mondiaux. Je m'attends à ce que les promesses concernant le financement climatique soient tenues. Car il y a 100 milliards de dollars qui ne sont pas allés aux communautés africaines. Je m'attends à ce que les émissions de carbone soient réduites. Et enfin, je m'attends à ce que nous passions de l'ambition à l'action. Alors que les jeunes demandent des actions et pas seulement des mots, la BOAD a mobilisé 750 millions d'euros à travers une opération de levée de fonds conforme aux projets climatiques et durables bénéficiant aux jeunes. C'est une banque qui est créateur d'avenir. Nous avons vocation à permettre aux jeunes, c'est ça qui est important, aux jeunes de pouvoir se projeter dans l'avenir. Celui qui se projette dans l'avenir, par définition, il prendra soin non seulement de lui, mais il prendra soin de sa planète. Nous travaillons de manière directe déjà parce que nous sommes accrédités auprès d'un certain nombre de fonds climat, de 3 fonds,
assez puissants qui nous permettent de sélectionner les projets et surtout de pouvoir les financer. Parmi les nombreux thèmes abordés, la transition énergétique en Afrique était également sous les projecteurs. Passer des discours aux actions concrètes et mettre fin aux énergies polluantes, les énergies qui sont en train aujourd'hui de nous causer du tort. Penser aux voies de sortie pour laisser tomber les fossiles et se tourner vers la promotion des énergies 100% renouvelables, accessibles à tous, créatrices d'emplois et moins chères. Alors que les projets autour de la transition énergétique, écologique ou de développement durable se multiplient en Afrique, l'anxiété climatique est devenue un véritable syndrome pour la jeunesse. Une récente enquête mondiale menée par la société de sondage Kantar a montré que l'inaction immédiate du gouvernement sur les questions climatiques est étroitement liée à l'éco-anxiété chez les jeunes de moins de 25 ans. Nous retrouvons une voix africaine pour parler de la relation du continent avec la protection de l'environnement. Dans la deuxième partie de son interview, Marina Eyangve nous parle des impératifs d'éducation et de gouvernance. Écoutons-la. Est-ce que l'environnement, c'est aussi une affaire d'économie, une affaire d'argent? Est-ce que l'environnement est une affaire d'argent? Je dirais que non. Parce que c'est justement le besoin d'argent, ce capitalisme-là économique qui nous a conduit à la dégradation de l'environnement. Et aujourd'hui, l'objectif est de réduire cette course-là aux besoins d'argent afin de préserver cet environnement. Donc l'environnement n'est pas une question d'argent, c'est une question de survie. Parce que si nous continuons avec nos habitudes à vouloir satisfaire des besoins luxueux, des besoins tertiaires, nous allons tout droit à la destruction de l'humanité. Donc nous devons revenir à l'essentiel, la satisfaction des besoins primaires, ce qui permettra de réduire, de ralentir la dégradation de l'environnement. Vous avez évoqué la forêt du Gabon, qui est l'une des plus grandes forêts du monde, un poumon extraordinaire pour la planète. Est-ce que les pays occidentaux doivent contribuer davantage à sa sauvegarde? Bien sûr. Les Occidentaux devraient réfléchir à comment préserver cette forêt du Gabon et généralement, plus globalement, la forêt du bassin du Congo, afin de maintenir un équilibre de l'écosystème. Et c'est justement l'enjeu majeur aujourd'hui pour nos États. On nous demande de préserver, mais oui, mais en retour, on ne voit pas réellement l'intérêt que l'on a à préserver. Certes, l'intérêt, il est général, mais pour ces États-là qui se privent, il faudrait un retour consistant et surtout palpable, parce que le tout n'est pas d'octroyer, mais il faudrait derrière veiller à l'orientation de ces financements. Et c'est surtout ça l'enjeu majeur aujourd'hui. Pas seulement octroyer des financements, mais veiller à l'orientation de ces financements afin que la population puisse en bénéficier, afin de ne pas creuser de plus en plus le fossé de la pauvreté au sein de ces pays. On parle beaucoup de corruption comme facteur d'aggravation des problèmes de changement climatique. Qu'en pensez-vous? La corruption, c'est un problème mondial. Et effectivement, la corruption réduit essentiellement l'effet de certaines politiques. Ça désoriente les objectifs et c'est un facteur sur lequel on devrait vraiment s'atteler, surtout dans nos États qui ont des taux de corruption élevés. Donc, des financements liés à l'environnement devraient être mieux gérés et surtout mieux surveillés. Il faudrait réellement un comportement de gendarme derrière pour les États quant au financement sur l'environnement, afin que les populations les plus impactées soient les premiers bénéficiaires. Ils doivent être les premiers bénéficiaires de ces financements et il doit y avoir un suivi derrière pour que ce soit effectivement cela qui se fasse sur le terrain. Vous êtes à la tête d'un club d'étudiants et ce club d'étudiants a pour vocation de sensibiliser aux questions environnementales. Est-ce que vous allez englober ces questions délicates de gouvernance, de prise de conscience, de la nécessité d'auditer, de contrôler? Ça fera partie de cette réflexion globale? Oui, à terme, ça fera partie de cette réflexion globale parce qu'il faut le dire, les jeunes d'aujourd'hui sont les futurs décideurs de demain. Alors,
la sensibilisation, l'éducation doit se faire dès le bas âge. Donc il faudrait déjà qu'ils prennent conscience à leur niveau de l'enjeu, de la question environnementale qui est traitée et surtout de l'impact que cela aura et de la responsabilité de chacun dans la gouvernance sur les questions environnementales, gouvernance sur les populations, gouvernance dans les politiques publiques qui seront mises en place. Donc pour que toutes ces politiques-là atteignent leurs objectifs, il faudrait que nous ayons des décideurs intègres, bien formés et disponibles à donner le meilleur d'eux. Voilà, c'est la fin de l'initiative Africa de la COP27 en Égypte. Vous pouvez retrouver l'interview de Marina Eyangvé ainsi que nos émissions sur notre site web africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.